Lausanne, siège du tribunal fédéral suisse. Cet imposant bâtiment abrite la Cour suprême helvétique. Pour chaque citoyen de ce pays, pour chacun d'entre nous, c'est la dernière marche pour obtenir justice. C'est la plus haute cour du pays, ses décisions sont quasiment définitives, irrévocables. Mais qui sont ces juges aux responsabilités écrasantes ? Le citoyen peut-il leur faire confiance ? Saviez-vous par exemple qu'ils doivent faire partie d'un parti politique pour faire carrière ? Saviez-vous qu'ils paient des milliers de francs à leur parti en échange de son soutien ? Les impôts de parti ont aussi une fonction de protection. Dans le jargon mafieux, on appelle ça le pizzo. Depuis quelques années, il règne dans les corridors des tribunaux le soupçon d'une justice politisée, d'un risque de dérive qui menacerait l'indépendance des juges, et donc nous tous, les justiciables. Dans une parole rare, les juges brisent le silence et ils s'expliquent. J'aurais pas mis le pied dans le système si on m'avait mis sur la table le fait que je devais ou je devrais appliquer les principes du parti politique, de celui-ci ou d'un autre, peu importe. Le rôle social qu'a le juge m'attirait. Il y a cette responsabilité, ce pouvoir, cette réflexion qu'on a sur le fonctionnement de la société. Et puis, j'aime parce qu'on rencontre des gens. J'aime parce qu'on est confronté à des histoires sans arrêt de personnes qui se sont pris les pieds dans le tapis. J'aime le travail de chercher une solution. Pour Marie-Pierre de Montmolin, être juge n'était pas une vocation, mais c'est devenu une passion. Sa solide carrière l'a menée à la présidence de la Cour pénale du canton de Neuchâtel. Au niveau national, la magistrate préside également l'Association suisse des magistrats. L'indépendance, la partialité, mais c'est le cœur du rôle du juge. C'est inscrit dans la Constitution, et puis c'est aussi la responsabilité personnelle de faire son travail en toute intégrité. Et puis, l'indépendance, l'impartialité, ça va avec le système de la séparation des pouvoirs, le fait qu'on applique la loi et rien que la loi, puis on ne subit pas, on n'accepte pas les pressions. Alors, dans certains cas, on a un pouvoir d'appréciation, et c'est clair qu'on est des personnes avec des ressentis, des sensibilités, des manières de voir le monde. Mais la règle du jeu, c'est que le juge, il s'interdit de mettre ses convictions personnelles en application dans un cas concret, sans respecter la loi. Vous l'avez compris, un juge a des valeurs, des opinions personnelles, une sensibilité. Tout cela peut peser dans ses décisions, dans le cadre de la loi, bien sûr. C'est ce qu'on appelle sa marge d'appréciation. Pour garantir que cette marge ne penche pas trop d'un côté ou de l'autre, comprenez à droite ou à gauche, un juge qui veut gravir les échelons de la magistrature doit être représenté par un parti politique. Ce système très helvétique vise à représenter toutes les sensibilités politiques du pays. C'est vrai dans presque tous les cantons, et plus on monte dans la hiérarchie, plus le soutien du parti est indispensable. Madame la présidente de Montmolin, elle, détient la carte du Parti socialiste neuchâtelois. J'ai posé ma candidature pour un poste de deuxième instance directement au tribunal cantonal, et j'avais été approchée par le Parti socialiste qui m'a demandé si je souhaitais être leur candidate. Et comme les valeurs du Parti socialiste me convenaient, c'est à ce moment-là que j'ai, entre guillemets, pris ma carte. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, être en adéquation quand on est juge avec les valeurs d'un parti ? Mais dans la personne que je suis, c'est pas tellement que
je puisse me reconnaître dans certains des valeurs ou des combats du Parti socialiste qui est important, mais c'est aussi le milieu dont je viens, le milieu dans lequel j'ai grandi, les expériences que j'ai faites, les difficultés que j'ai eues, toutes ces choses-là qui font ma personnalité. Mais le devoir du juge, c'est d'appliquer la loi qui est faite par d'autres, et puis voilà. Mon cas est un peu particulier. Je n'ai pas contacté et choisi un parti politique, c'est un parti politique qui a pris contact avec moi, ce qui n'est absolument pas la règle. Donc j'étais avocat et des gens de l'UDC Valais, parti qui venait de s'installer dans ce canton, sont venus un jour à l'étude en me disant « Est-ce que ça vous intéresserait d'être juge fédéral ?» Oui. Point. Là s'arrête l'histoire. C'est pourtant là que commence notre histoire, celle de l'affaire Donzala. Aujourd'hui, le juge Yves Donzala occupe la plus haute fonction judiciaire du pays, président du tribunal fédéral. Personnalité atypique et courageuse, sa parole est rare, son récit d'autant plus précieux. Très franchement, j'aurais pas mis le pied dans le système si on m'avait mis sur la table le fait que je devais ou je devrais appliquer les principes du parti politique, de celui-ci ou d'un autre, peu importe. Donc pour moi, c'était pas possible. C'était deux choses différentes. Soit on fait de la politique, soit on est dans la justice. C'est deux mondes séparés. Là, il y a une grande ligne épaisse qu'on ne peut pas franchir. C'est la double ligne rouge sur l'autoroute. Pour être élu au tribunal fédéral, Yves Donzala a dû se soumettre à un rituel qui se déroule ainsi. En Suisse, on compte 4 tribunaux fédéraux répartis entre 4 villes. Chaque tribunal dispose de cours spécialisés dans différents domaines du droit. Pour être élu dans un de ces tribunaux, il faut attendre qu'une place se libère. Et surtout, il faut être proposé par un parti politique représenté au Parlement. Les places de juges disponibles sont en effet réparties en fonction du poids politique des partis. Actuellement, il y a 135 juges fédéraux. C'est le Parlement fédéral qui élit finalement le candidat. C'est en général une formalité et c'est le cas pour Yves Donzala, élu le 19 mars 2008. Les relations sont alors cordiales avec le parti de Christophe Blocher, mais elles commencent à se dégrader dès 2016. Il y a eu quelques frictions, il y a eu quelques arrêts qui n'ont pas plu. Une fois, j'avais été convoqué à Berne par les grands pontes du parti. Et j'avais dit que je n'ai pas à être convoqué. Je n'ai pas de compte à rendre. Donc je n'étais pas allé. C'était évident pour moi. À la limite, si on m'avait invité, j'y serais peut-être allé. Mais à une convocation, j'allais sûrement pas répondre. Une décision du tribunal fédéral en particulier fâche l'UDC. En 2019, la Cour suprême accorde aux autorités fiscales françaises la transmission de 40 000 comptes de l'UBS. 5 juges composent la chambre qui prend cette décision. Parmi eux, Yves Donzala. L'homme est désormais dans le collimateur de son parti, qui l'attaque publiquement. L'UDC s'est manifesté dans la presse. Pas moi. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai tranché l'affaire avec mes collègues. Mais quand l'UDC a thématisé cette question, j'étais obligé de répondre. Donc, c'est pas du tout que j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller défendre une cause. À un moment donné, ça n'allait plus. Et il fallait clairement dire, il y avait aussi une fonction d'explication vis-à-vis de la population. Non, les juges n'ont pas à se soumettre au diktat d'un parti politique. Non, les juges sont indépendants. Et ça, c'était véritablement le sens du message. Le 23 septembre 2020, l'heure de la vengeance a sonné pour l'UDC. Pour cela, le parti tient une arme redoutable, car qui dit élection, dit aussi réélection. Le mandat d'un juge fédéral est en effet limité dans le temps,
tous les 6 ans, les juges doivent repasser devant le Parlement pour être réélus s'ils veulent poursuivre leur carrière. Cette fois, c'est l'heure d'Yves Donzala. C'est là où les ténors de l'UDC entrent en scène. Ils mettent leurs menaces à exécution et déclarent qu'ils ne rééliront pas Yves Donzala, qui s'est écarté de la ligne du parti. Lorsque le groupe UDC a nommé M. Donzala comme juge fédéral, il pouvait partir du principe qu'il partageait les valeurs centrales de l'UDC. Lors d'une audition de M. Donzala devant le groupe UDC le 8 septembre 2020, il est apparu que les valeurs de M. Donzala différaient sur des points fondamentaux de celles de l'UDC. Je me souviens très bien de cette affaire. On voyait combien ça grouillait. Moi, je suis juste derrière, en plus, le groupe UDC, qui était extrêmement fâché et qui avait évidemment envie de faire, d'une certaine manière, payer ce juge pour son audace. Le groupe UDC vous propose de ne pas réélire Yves Donzala, membre de l'UDC et juge fédéral. L'UDC ne peut et ne veut plus assumer la responsabilité d'Yves Donzala. Si vous, les autres groupes, réalisez Yves Donzala, vous serez responsable de son action judiciaire future. Il sera alors votre juge, ce sera votre responsabilité. Je vous remercie. Pour le groupe du Centre, je passe la parole à Madame Gmur. On l'aura compris, dans cette affaire, c'est l'UDC qui décide publiquement de rompre avec le petit rituel bien rodé et sans fracas de l'élection des juges. Le pilote de cette opération, c'est son président de groupe, le Zougois Thomas Sechy. Il a refusé notre demande d'interview et c'est le jurassien bernois Manfred Buller, conseiller national et lui-même avocat à Bienne, que le parti a désigné pour nous répondre. Alors, je crois que tout verdict, lorsqu'il y a une marge d'appréciation qui existe dans beaucoup d'articles légaux, qu'ils soient nationaux ou qui relèvent du droit international, évidemment que les valeurs d'un parti peuvent et doivent, à mon sens, jouer un rôle. Un juge qui sera de gauche, qui défendra davantage des valeurs considérées comme étant de gauche, si tout à coup il rend une décision qui paraît contraire à ces valeurs-là, on sera étonné. De même qu'un juge qui porte l'étiquette UDC, si tout à coup on a l'impression qu'il ne défend pas l'intérêt de la Suisse en tant que nation souveraine et indépendante, ce qui était manifestement le cas dans ces affaires de comptes bancaires, eh bien, je pense que la critique est légitime. Résumons. La décision du tribunal fédéral d'informer les autorités fiscales françaises fâche l'UDC. Estimant que son juge est complice de cette décision, il lui retire son soutien au risque de sa carrière. Bien, c'est vrai qu'on a affaire quand même à quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, ce qui en soi est bien, mais c'est vrai que par rapport à l'attente que l'on peut avoir d'un juge qui a été porté par l'UDC, il est vrai qu'il a quelque part pris une très grande liberté de ton aussi, de critique par rapport finalement à notre parti, et ça c'est évidemment dommage. Franchement, mes sentiments ont été des sentiments de stupéfaction et de colère. Si on m'avait parlé de ça dans un pays exotique, j'aurais pas été étonné. Sous nos latitudes, franchement, j'en revenais pas. Ça, c'était vraiment mes sentiments les plus profonds. Alors, c'est sûr que mes proches ont été très inquiets. Et voilà, on les comprend. À titre personnel, pas tant que ça. Pas tant que ça parce que j'ai la faiblesse d'avoir encore la foi dans nos institutions et je n'ai pas pensé un instant que le Parlement allait cautionner un tel mode de faire. On a évidemment interviewé quelques politiciens UDC qui évoquent un excès de susceptibilité de votre part, qu'après tout, c'est tout à fait le droit des parlementaires de critiquer leurs juges et voire de ne pas les réélire. Qu'est-ce que vous répondez à ce contre-argument ? J'ai de la peine à trouver un adjectif adapté à ce que je pense. Je dirais que c'est risible, en tout cas. Parce qu'il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait de prendre influence sur la manière de décider. Ça n'a rien à voir avec la susceptibilité. C'est une attaque frontale face à l'indépendance de la justice. Et sans indépendance de la justice, il n'y a pas d'état de droit. Ça, il faut être conscient. Finalement, l'hostilité de son propre parti lui valant la sympathie des autres, Yves Donzala est réélu comme juge fédéral par les parlementaires contre l'UDC.
Comme il l'avait pressenti, les institutions ont fonctionné. Mais l'affaire laisse des traces profondes, comme le relève Céline Varra, élue des Verts au Conseil des États et avocate. D'une certaine manière, l'UDC faisait un peu mousser tout ça pour qu'on fasse parler d'elle, en disant, bah voilà, nous, on montre qu'on tient au pas les gens qu'on fait élire, qu'on élit, et puis qu'il n'y a pas intérêt à sortir du chemin. C'était aussi un certain message pour les autres juges UDC, en disant, attention, vous voyez, on l'a à l'œil, on se laisse pas faire. Si vous sortez du chemin, voilà les conséquences. Le Zurichois Martin Burger est justement un de ces juges que l'UDC veut tenir à l'œil. Mais avec lui, le parti est mal tombé. Burger est un homme de caractère, un magistrat par vocation. Contrairement à Yves Donzala, Burger a choisi de rejoindre l'UDC par conviction. Bien sûr, je savais déjà pendant mes études que je ne pourrais réaliser mes projets professionnels que si j'étais membre d'un parti politique. Pour moi, l'UDC était l'alternative. Et le programme du parti me convenait parfaitement. Je pense que je n'avais pas une mauvaise réputation en tant que juge. En tant que parlementaire, j'avais la réputation d'être un partisan de la ligne dure. Élu municipal de la ville de Zurich et juge, Martin Burger entretient alors des relations harmonieuses avec l'UDC. Grâce entre autres à son appartenance à ce parti très puissant à Zurich, il mène une carrière prestigieuse dans le plus grand canton de Suisse dont il devient président de la Cour suprême. Jusqu'à cet épisode de 2020. Cette année-là, peu après qu'éclate l'affaire Donzala, on apprend que l'UDC zurichoise veut imposer la signature d'une sorte de code d'honneur très contraignant à tous ses élus, y compris ses juges. Il était notamment stipulé dans ce code d'honneur que l'on devait s'informer à tout moment de l'opinion du parti, que l'on devait participer activement aux campagnes électorales, que l'on devait écrire des articles, que l'on devait participer aux réunions du parti, même si cela ne devait pas être la priorité d'un juge. Un tribunal d'honneur a même été mis en place afin de sanctionner les actes contraires à ces directives. En tant que juge et président de la Cour suprême, j'aurais dû me présenter dans un tribunal interne du parti pour y être sanctionné. Pour nous, les juges, c'était un non catégorique. Nous avons réclamé que ce projet soit abandonné. De nombreux collègues n'ont pas osé s'exposer personnellement, car ils craignaient des inconvénients professionnels. La peur de compromettre leur carrière paralyse les jeunes juges. Martin Burger, lui, est alors à quelques mois de la retraite et surtout libéré de la contrainte de la réélection. Il mène la charge contre son propre parti publiquement, écrit même une thèse sur le sujet. L'UDC zurichoise retouche légèrement sa charte, mais cela ne suffit pas à convaincre le juge. Il claque la porte du parti et dénonce. Quand j'étais président du tribunal et que j'étais invité à des repas de groupe, il est arrivé que des parlementaires cantonaux me demandent qui était présent lors de ce jugement. Est-ce que c'était l'un des nôtres? Et lorsque je répondais « oui, il y avait un des nôtres », on me disait très vite « alors on ne va pas le réélire la prochaine fois ». Il régnait donc cette mentalité. En tant que politiciens, nous pouvons décider de la manière dont les juges jugent. L'UDC part du principe erroné que dans un État de droit démocratique, il est normal que la politique détermine la manière dont la justice doit être rendue. Premièrement, aucun juge n'est sous pression d'un parti. Les juges sont indépendants et les partis n'interviennent jamais dans les affaires en cours. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je crois que l'expérience de tous les jours des justiciables dément clairement cette assertion, puisque les gens se rendent compte que les juges qui les écoutent, qui soupèsent les arguments, qui rendent un jugement et qui motivent aussi ce jugement, sont extrêmement
compétents et je crois que la qualité des décisions qui sont rendues en Suisse parle pour elle-même. Donc ce genre de craintes, à mon avis, sont infondées. Je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'une tendance, mais de plus en plus d'une stratégie de parti. On veut influencer la jurisprudence par le biais de l'élection des juges, mais surtout par le biais de leur réélection. Et à mon avis, cela ne concerne pas seulement l'UDC, mais aussi d'autres partis, parce que le système est ainsi fait. C'est juste qu'à l'UDC, cela est pratiqué publiquement. Et il faut le dire, parfois assez grossièrement, de sorte que c'est plus évident. Il faut tout de même reconnaître qu'à gauche, on n'a encore jamais assisté à des coups d'éclat comme le pratique l'UDC contre ses juges. À titre préventif, le Vaudois Raphaël Mahin, avocat et conseiller national, plaide pourtant pour un changement de système, en particulier sur ce levier de pression politique qu'est la réélection des juges. Alors moi, je suis favorable à supprimer le mécanisme de réélection. Ça veut dire une élection indéterminée, avec bien sûr possibilité de révocation ou de destitution pour un juge qui dysfonctionne. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus un blanc-seing pour faire n'importe quoi. Simplement, ça supprimerait cette espèce de rituel régulier, donc à intervalles tous les 4 ou 5 ans, selon les systèmes cantons, confédérations, où les juges doivent passer à la casserole et sont menacés par le politique. Si le politique n'est pas satisfait de leur travail, alors il y a ce risque qu'ils perdent leur place, qu'ils soient sanctionnés par un vote au Parlement. Et ça me paraît très très dangereux pour leur indépendance. L'UDC qui menacerait l'indépendance des juges, tandis que la gauche et les Verts la défendraient farouchement, l'histoire n'est pas si simple. Car les Verts et la gauche ne sont pas non plus au-dessus de tout soupçon, eux qui sont reliés à leurs juges par un gros fil à la patte. L'argent. C'est une autre anomalie du système suisse, une sorte de rituel ancestral. Les juges fédéraux et cantonaux, à quelques exceptions près, sont tenus de verser ce qu'on appelle des taxes de mandat à leur parti. Ce sont parfois des forfaits fixes ou des pourcentages de salaire. Et ce sont les Verts qui demandent le plus gros effort à leurs juges fédéraux, jusqu'à 22 000 francs par année. Bien sûr, les Verts ne reçoivent pas d'argent de tiers, on refuse l'argent des banques, on refuse l'argent de tout lobby qui pourrait d'une manière ou d'une autre nous influencer et faire que nous ne soyons plus indépendants. Donc bien sûr, nos finances dépendent absolument et je dirais principalement de nos élus. À Neuchâtel, la juge Marie-Pierre de Montmolin a elle aussi dû passer à la caisse de la section cantonale du Parti socialiste durant toute sa carrière de magistrate. Montant, environ 3 000 francs par année, soit un quart de son 13e salaire. Alors moi j'ignorais qu'il y avait des contributions extraordinaires à payer. Donc quand j'ai reçu la facture, j'étais un peu surprise, je me suis dit « Ah quand même, voilà ». Et puis, je me suis dit, c'est les règles du jeu. Et moi, je n'allais pas faire un pataquès pour ça. Donc, j'ai payé. À titre personnel, ma sœur m'a dit, mais quoi, tu payes un truc au Parti socialiste pour ton job? Je suis choquée. Elle m'a dit. Donc voilà, ça, elle ne le savait pas avant. Pourquoi, aujourd'hui, à votre avis, c'est un peu gênant? Alors, ces contributions, elles n'influent pas sur les décisions qu'on rend. Concrètement, c'est deux choses complètement différentes, ça c'est clair. Mais les gens pensent qu'on paye pour notre charge, pour le dire tout clairement. Et puis ça ne va pas. Parce qu'on se dit, mais c'est qui ces gens qui sont prêts à donner de l'argent pour avoir une mission publique? C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est une espèce d'impôt pour être sûr de continuer la carrière. Ouais. Alors combien représente exactement cette taxe de parti? Bonne nouvelle, depuis cette année, les partis doivent ouvrir leur compte au contrôle fédéral des finances. Les voici, pour ce qui concerne d'abord les juges fédéraux. UDC 186 000, PS 177 000, les Verts 163 000, le Centre 64 800, les Verts libéraux 63 300, PLR 27 500
Total des juges fédéraux, 681 600. À cette somme, il faut encore ajouter la contribution des juges cantonaux à leur section locale. Un montant beaucoup plus difficile à obtenir. À temps présent, nous avons réclamé ces chiffres à toutes les sections locales des principaux partis politiques des 7 cantons romans, y compris Berne. Résultat, les juges romans versent entre 500 000 et 660 000 francs, tous partis confondus. Si l'on ajoute une estimation des 19 cantons suisses alémaniques, on peut donc affirmer que l'argent versé par les juges suisses, cantonaux et fédéraux à leurs partis atteint au total entre 2,5 et 3 millions de francs. Une contribution sans doute supportable pour des salaires qui oscillent entre 220 et 360 000 francs pour un juge fédéral et environ 170 000 francs pour un juge cantonal. Mais c'est une question de morale. Les juges sont vraiment, vraiment indépendants. Mais cette image donnée de dire « tu dois payer ta charge », tu veux être juge, tu payes ta charge, c'est extrêmement négatif. C'est extrêmement négatif. Il faut que je dise quelque chose que l'on n'aime peut-être pas entendre. L'impôt de parti a aussi une fonction de protection. Dans le jargon mafieux, on appelle cela le pizzo. Celui qui paie l'impôt du parti continue à être soutenu par le parti lors des élections et il est généralement réélu. Celui qui ne paie pas, alors là, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Graisser la patte des partis politiques en échange d'un soutien pour sa carrière, certains appellent cela de la corruption. Le mot vous choque, mais il émane d'un groupe d'experts du Conseil de l'Europe, dont fait partie la Suisse. Dans son dernier rapport, le groupe d'État contre la corruption, le GRECO, épingle sévèrement notre pays, volontiers donneur de leçons en matière de bonne démocratie. Ce système de taxes, dit-il, fait peser un vrai risque de corruption sur nos juges. Les appréciations du GRECO me paraissent assez grotesques. Un pays comme la Suisse n'a pas, à mon avis, de leçons à recevoir d'un institut comme le GRECO. Ces contributions au parti sont aussi un faux problème parce que premièrement, elles sont négligeables à la fois dans le budget des partis et par rapport aux revenus des juges, mais je crois que c'est une forme de reconnaissance légitime que les juges apportent annuellement au parti qui les a soutenus. Parce qu'il y a une relation de confiance entre un juge qui est membre d'un parti depuis longtemps, qui va être porté au plan fédéral par exemple, et puis sa contribution ensuite aux frais de fonctionnement du parti, qui a aussi investi du temps, des ressources pour trouver les bonnes personnes, avec le bon profil, les encourager dans leur carrière à différents niveaux, que ce soit au plan cantonal ou fédéral. Pourtant, au sein même de la droite conservatrice, on n'est pas tous d'accord avec cette drôle de pratique. Ainsi, l'avocat genevois Mauro Poggia, membre du MCG à Genève et qui siège au Conseil des États à Berne au sein du groupe UDC. Pour lui, le problème n'est pas tant celui des montants que celui du principe. Nous souhaitions abolir définitivement ce lien financier, étant précisé que les magistrats, comme n'importe quel citoyen, peuvent faire partie d'un parti politique et verser volontairement des cotisations à ce parti, mais de là à être obligés pour finalement avoir un futur de leur carrière professionnelle, de garder ce lien financier avec le parti, nous semblait et nous semble toujours totalement inacceptable. C'est une façon d'acheter sa carrière en tant que juge ? On peut le voir comme ça, en tout cas, depuis l'extérieur. Encore une fois, l'indépendance est indispensable. Nos juges, on peut le dire, sont indépendants. Du moins, rien ne permet de dire le contraire. Mais ce qui est important, c'est d'être au-dessus de tout soupçon. Or, le fait que l'on garde ce lien avec un parti politique, si l'on est justiciable dans une affaire qui a une connotation politique, selon comment finit le procès, on peut être tenté de regarder quel est le lien politique du juge qui a tranché notre cause. Et ça, c'est malsain, parce que même s'il n'y a aucun lien entre ce parti et le résultat de la sentence, le justiciable peut parfaitement penser le contraire. Dans son canton de Genève, Mauro Poggia et ses amis du MCG tentent de faire abolir les taxes que les juges doivent payer à leur parti. Il est vrai que le MCG, malgré ses 14% d'électeurs, ne compte aucun juge. Il n'aurait donc pas grand-chose à perdre à supprimer l'impôt. Pour les autres partis genevois, en revanche, selon Mauro Poggia, ça coince.
Alors officiellement, le discours est toujours le même, il est lénifiant. Bien sûr qu'il faudrait trouver des solutions, mais quand on arrive finalement là où il faut prendre des décisions, c'est-à-dire est-ce que vous êtes d'accord de supprimer ces redevances des magistrats aux partis politiques qui les présentent, eh bien là, on se rend compte, à l'exception d'un parti, que tous les autres se disent mais non, parce que c'est quand même une source de revenus. Quant à savoir exactement quels sont les montants exigés ou quels documents sont signés, ça coince aussi. Plus personne ne veut la transparence. Tous ces champions de la loi sur la transparence qui demandent systématiquement que l'on dévoile tout au niveau de l'administration, là, ils sont tous absents. Gauche et droite. Gauche et droite, bien sûr, effectivement. Là, c'est la Sainte Alliance pour l'omerta. À Genève, le projet de loi est donc toujours bloqué sur la table du Grand Conseil. Ailleurs, les mentalités évoluent. Dans le Jura, les juges se sont rebellés et refusent de payer la taxe. À Neuchâtel, c'est en route également. Et même chez les Verts, pourtant très dépendants de cet impôt, d'accord de le supprimer, mais à une condition. C'est une espèce de bizarrerie de l'histoire et j'y suis très défavorable. Et donc, nous, on a toujours dit, les Verts, on souhaite une abolition de ce système, mais de grâce, réfléchissons à cette réforme de façon globale pour remplacer ce financement qui est biaisé, qui est mauvais, par un autre soutien aux partis politiques, parce que sinon, la démocratie fonctionnerait moins bien. Changer le système, dépolitiser la justice, revoir l'élection des juges, abolir la taxe. C'est ce que visait en 2021 une initiative fédérale un peu folle, qui proposait d'élire les juges par tirage au sort. Malgré l'affaire Donzala, les Suisses ont balayé ce texte à une large majorité. Pourtant, la question de l'indépendance des juges continue d'agiter la profession. Le malaise, certains parlent même de crise à venir, s'est cristallisé en particulier autour du tribunal administratif fédéral de Saint-Gall, le TAF. Depuis 2020, ce tribunal chargé en particulier des recours en matière d'asile est agité par des querelles personnelles, mais aussi par des accusations d'extrême politisation. C'est pas un secret que l'UDC fait de l'asile sa thématique principale. C'est une thématique facile, populiste, populaire. Et puis, évidemment, il y a une volonté, bien sûr, de passer par la justice pour mieux contrôler les décisions qui sont rendues. On constate à quel point l'UDC en particulier cherche à placer le plus possible de juges dans les cours compétentes et à leur donner pour mission de serrer la vis, c'est-à-dire d'interpréter les lois chaque fois qu'il y a une marge de manœuvre dans un sens défavorable aux requérants d'asile ou aux personnes qui ont un parcours migratoire. Bien sûr que le domaine de l'asile, puisque l'UDC a pesé aussi sur beaucoup de révisions de la loi sur l'asile qui ont eu lieu ces 20 dernières années, c'est un domaine prioritaire pour nous parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de menaces pour la sécurité du pays si on n'a pas une politique d'asile stricte et que des gens peuvent rester ici alors que manifestement ils n'en auraient pas le droit. Alors comment ça se passe quand on est juge et que votre parti a de fortes attentes politiques? Réponse avec Madame la juge Muriel Beck. Cette biennoise élue des Verts vient de prendre sa retraite du tribunal fédéral de Saint-Gall après y avoir exercé pendant 16 ans et présidé une de ses cours. Son témoignage est exceptionnel et particulièrement bien informé, car le domaine de Muriel Beck, c'est l'asile justement. Ce qui est vraiment difficile dans le domaine de l'asile, ce ne sont pas tellement les questions juridiques, ce sont les questions d'appréciation du cas, donc de la vraisemblance. Et c'est là où ça commence à être délicat, parce que justement, parce que la marge d'appréciation, le plus la marge d'appréciation est élevée, le plus on peut aussi avoir des décisions très différentes par rapport au background qu'on a, à l'attitude qu'on a face à l'être humain, les opinions politiques, etc., jouent un plus grand rôle aussi là-dedans, indépendamment de la pression qui vient de l'extérieur. Donc, ouais. Quand un requérant d'asile a déposé une demande de séjour auprès de la Suisse, elle peut être acceptée, elle est dite positive. Mais la demande d'asile peut aussi être refusée. C'est la majorité des cas,
et elle est dite négative. Dans ce cas-là, le dernier espoir du requérant est de recourir à Saint-Gall auprès du TAF et espérer qu'il soit plus clément et rende donc une décision positive. Selon Muriel Beck, les juges élus par l'UDC au sein des cours d'asile du TAF mettent tout en œuvre pour rendre des décisions quasi systématiquement négatives et profitent de leur marge d'appréciation pour appliquer strictement la ligne du parti. Il y a beaucoup plus de décisions négatives chez les juges de l'UDC que la moyenne des autres. C'est clair, on ne veut pas de plus de requérants d'asile. Donc on essaie de trouver des moyens qui semblent être corrects, mais qui sont quand même un peu douteux pour empêcher des requérants d'asile d'avoir des décisions positives. Par exemple, demander une avance de frais on revient aux requérants d'asile qui n'ont pas les moyens. Si on demande une avance de frais et qu'on veut même augmenter cette avance de frais, c'est clairement une manière d'empêcher l'accès à la justice pour certaines personnes. Que les juges UDC appliquent la ligne du parti dans les limites que leur laisse la loi n'est dans le fond pas très étonnant. Plusieurs études l'ont confirmé scientifiquement. Ainsi, en 2021, l'université de Zurich démontre que les juges du TAF prennent des décisions politiques et partisanes, comme l'écrit la NZZ. Alors que les juges verts et socialistes acceptent 20% des recours, les juges de l'UDC n'en acceptent en moyenne que 5%. Je crois précisément le domaine de l'asile est aussi un domaine où il y a un certain nombre de marges d'appréciation qui peuvent être appliquées parce que des situations sont toujours très individuelles et de ce point de vue-là, effectivement, cette marge de manœuvre peut être utilisée. Et manifestement, elle l'est. Et tant qu'elle reste dans le cadre légal tel qu'il est défini, je n'ai aucun problème d'avoir des différences de ce type-là. Est-ce qu'il y a une stratégie, de votre point de vue, de l'UDC, de placer un maximum de juges dans certaines cours qui traitent de thématiques importantes pour le parti, en l'occurrence l'asile et le TAF? Alors il faut savoir que d'après la Constitution, la loi sur le Parlement, les juges sont élus par effectivement l'Assemblée fédérale, mais on élit des juges, point. On n'élit pas des juges dans une cour XY qui a telle ou telle compétence. La constitution des tribunaux, que ce soit le tribunal fédéral, le tribunal administratif fédéral, relève exclusivement de la compétence de ces tribunaux. Et l'UDC, en tant que parti, n'a absolument aucune influence, ni directe ni indirecte, sur la composition des cours. Un homme affirme le contraire. Il s'appelle Gabriel Puntener, il est avocat à Berne, et sa spécialité, c'est de défendre les requérants d'asile devant le tribunal administratif fédéral. Il devient l'avocat le plus efficace du pays dans la défense des réfugiés, lui qui a obtenu l'asile pour près de 6000 d'entre eux. Mais dès 2016, le vent se met à tourner. Ce que j'ai remarqué lors des élections au tribunal administratif fédéral, c'est que des juges issus des rangs de l'UDC ont été envoyés dans ce tribunal avec un mandat clair. Faire baisser le taux de décision positive. Et certainement aussi, en plus, me combattre. J'ai constaté ensuite que dans les affaires que j'ai traitées, jusqu'à 60 à 70% des juges étaient issus des rangs de l'UDC. Cela signifie que leurs verdicts sont négatifs, sans exception. Il y a une stratégie derrière tout cela, bien sûr, parce que tout cela se passe avec une idée derrière la tête. L'impression que j'ai, c'est du point de vue stratégique, que les cours où il y a les décisions qui sont prises, qui sont moins politisées, intéressait moins ce parti. Alors, quand on regarde la répartition des juges par rapport à justement leur provenance politique, dans certaines cours, il y en a clairement plus que dans d'autres. Il y a des cours, il y a très peu. Donc, ça donne quand même l'impression d'une stratégie. Juste une impression, vraiment? Sur les 27 juges en charge des affaires d'asile au TAF, l'UDC en compte en effet 9 contre 5 au PS, 4 au Verts, 3 au PLR et Verts libéraux, 2 au centre et un seul sans parti. Mais surtout,
Nos confrères suisses alémaniques de Rundschau ont révélé de graves dysfonctionnements dans la composition des cours. Ils ont confirmé que parfois, 3 juges UDC se sont retrouvés ensemble dans un verdict, en particulier dans les affaires portées par Gabriel Puntener. Des incidents isolés, selon la direction du tribunal, mais suffisants pour ébranler la confiance et susciter une réaction des chambres fédérales qui exigent des tribunaux fédéraux plus de transparence et d'objectivité dans la composition de leurs cours. Nous avons cherché à interviewer un juge UDC au TAF qui n'a pas retourné nos appels. Quant à Gabriel Puntener, qui a incontestablement contribué à faire bouger un peu le système, il a dû abandonner ses chers requérants d'asile et passer à autre chose. C'est apparemment le prix que l'on paye lorsqu'on s'engage fortement en tant qu'avocat dans le domaine des droits de l'homme. J'ai été attaqué sur le plan économique. L'autre chose, bien sûr, c'est que si je ne reçois que des jugements négatifs, parce que désormais l'UDC est tout simplement majoritaire dans mes dossiers, eh bien, je ne peux plus accepter de mandat. L'avocat bernois est bombardé d'amendes pour quérulence, le tribunal lui reprochant d'abuser des recours. Mais surtout, selon Puntener, l'UDC a fini par avoir sa peau. Faute de clients, sûr de perdre devant le TAF, il doit changer d'activité. Je ne suis pas désabusé à cause de tout ça, c'est clair. Mais je pense que beaucoup de gens n'ont pas saisi le problème. Si l'on veut un État de droit libéral, il faut se battre tous les jours. Il n'est pas donné une fois pour toutes. C'est comme si on l'avait un peu oublié. L'état de droit s'érode à la marge, pas au centre. Si nous voulons garantir l'état de droit, nous devons veiller à ce que les règles soient respectées lorsqu'il s'agit d'aide sociale, de prestations d'invalidité, d'asile ou d'étrangers. Parce que si elles ne sont pas respectées, ces règles s'érodent aussi au centre de la société. Et c'est notre liberté qui est alors tout à coup menacée. On l'aura compris, toutes ces affaires ont secoué les magistrats suisses, à des degrés divers. Certains plaident pour ne toucher à rien, d'autres souhaitent des transformations profondes du système judiciaire suisse. Ainsi, un sondage mené cet automne par l'Association suisse des magistrats auprès de 1300 juges confirme que le malaise règne chez une grande majorité d'entre eux. 65% des juges demandent qu'on revoie le mode de réélection. 75% souhaitent que l'appartenance à un parti politique ne soit plus une obligation. Et 80% demandent la suppression des impôts de parti. Toutes ces affaires qui ont défrayé la chronique ont laissé planer des ombres, des doutes. Et il me semble important de les dissiper. Il faut dire les choses de manière claire et transparente. Le système qui est mis en place n'est pas parfait. Quand on compare avec d'autres pays, il est plutôt bien, voire très bien. Mais il est perfectible. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en dépit de ces imperfections, ce système n'empêche pas les juges d'effectuer leur travail. En toute conscience et en toute confiance pour les justiciables. C'est un fait que la politique est de plus en plus polarisée. Les partis sont donc de plus en plus divisés. Et cela provoque naturellement un danger, celui que les partis tentent d'influencer le pouvoir judiciaire. Ce qui est dangereux, et c'est ce que l'on voit aussi dans les pays européens, c'est que toute évolution vers l'abolition de l'état de droit passe par le non-respect de la séparation des pouvoirs. C'est le cas en Turquie, c'était le cas en Pologne, c'est le cas en Hongrie, et c'est le cas en Russie depuis longtemps. Cela passe toujours par le non-respect de la séparation des pouvoirs. Et c'est pourquoi il faut s'opposer aux prémices d'une telle évolution. Il règne, on l'a constaté, une certaine inquiétude
à l'égard de l'UDC. L'inquiétude d'un parti quand même assez autoritaire, qui a une certaine vision de ce que les juges devraient faire, ça suscite une vraie inquiétude, ça, hein, parmi les gens qu'on a rencontrés. Comment vous réagissez quand je pose ça sur la table ? Je ne pense pas que cette inquiétude soit justifiée parce que l'UDC est par définition le parti qui défend les valeurs de la Suisse, qui sont certes les valeurs d'indépendance, mais aussi les valeurs de respect de la démocratie directe, de la volonté populaire. Et de ce point de vue-là, je pense que l'UDC est clairement le parti qui défend des valeurs qui sont pleinement suisses et respectueuses à la fois de la liberté, de l'indépendance, de la justice, mais aussi de l'application de lois voulues par le souverain, qui est ce même peuple. Il faut être extrêmement vigilant. Même l'Allemagne, qu'on croyait au-dessus de tout ça, l'Allemagne prend des mesures pour sauvegarder les intérêts et l'indépendance de la Cour constitutionnelle. On voit bien pourquoi, on voit bien quels mouvements surgissent en Allemagne qui font peur. Et il s'agit dans ce cas-là de préserver l'indépendance de la justice. C'est un problème général. Ça n'est jamais acquis et on doit toujours demeurer vigilant par rapport à ça.